Bonjour à tous. Lors d'un colloque la semaine dernière, les sénateurs se sont interrogés sur les liens entre le numérique, le renseignement, la vie privée et le droit qui doit s'adapter aux nouvelles technologies. L'une de ces tables rondes a mis en lumière la nécessité d'une nouvelle réglementation, de plus d'encadrement pour les nouvelles technologies, car avec ce nouvel espace de liberté qu'est Internet, où s'arrête la vie privée, où commence la vie sur Internet, comment mieux encadrer Internet, comment mieux éduquer les élèves à Internet. Voilà autant de questions auxquelles ont tenté de répondre de nombreux responsables de la vie civile lors de cette table ronde présidée par Esther Benbassa, sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Tout de suite donc, retour à cette table ronde qui date de la semaine dernière. Nous sommes très contents d'être devant une si importante assemblée avec des collègues savants pour ouvrir cette table ronde qui s'intitule « Quelles règles de droit pour les nouvelles technologies ?» C'est la quatrième et dernière table ronde de la journée. Ainsi allons-nous conclure les travaux de cette journée d'études par une interrogation de l'encadrement ou la régulation des nouvelles technologies en tant qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Vous savez bien que c'est un vaste sujet qui nous interpelle nous tous et qui est très difficile à résoudre, d'une part parce qu'avec les nouvelles technologies, les frontières sont abolies et qu'on ne sait pas toujours où s'arrête la vie privée, où commence la vie d'Internet, comment est-ce qu'on peut gérer, encadrer cet espace de liberté. C'est un vrai espace de liberté et en même temps cet espace de liberté n'est pas du tout je dirais, enfin, j'aimerais utiliser le bon mot parce que très vite, nous sommes attaqués par les geeks dès qu'on utilise un mot qui n'est pas correct et qu'on dit oui, mais on peut éduquer à l'utilisation de l'Internet, de cet espace sans frontières, de cet espace riche de liberté d'expression, mais qui a des limites. Alors immédiatement, on nous taxe d'être des censeurs, et ce qui n'est pas notre cas, mais on peut aussi se demander si dès le jeune âge, dès l'école, on ne devrait pas apprendre la pédagogie de l'utilisation de ces nouvelles technologies et apprendre à faire la séparation entre la vie publique et la vie privée. C'est une vaste démarche. Nous avions nous-mêmes un petit peu travaillé avec Madame Goulet sur cette question et nous avons eu quand même quelques reproches parce que on a toujours l'impression qu'on touche en voulant réfléchir sur cet espace de liberté, on donne toujours l'impression de vouloir mettre des limites, des frontières là où il n'y en a pas. Alors j'espère que mes collègues ici présents, tous savants, trouveront quelques voies pour domestiquer ces nouvelles technologies. Pour nous pencher sur ces questions, et les intervenants à la table ronde sont Gaëtan Gors, sénateur de la Nièvre, auteur d'un récent rapport sur la protection des données personnelles dans l'open data et d'une proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques. Il est également président de la mission commune d'information Nouveaux rôles et nouvelles stratégies pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet. Monsieur François Pillet, à ma droite, sénateur du Cher, co-auteur avec Gaëtan Gors du rapport précité, rapporteur de la proposition de loi sur la biométrie. Madame
Ah, il y a des changements, non. Madame Meriem Marzouki, chercheure au CNRS, donc au Centre national de la recherche scientifique, spécialiste des relations entre technologie de l'information et de la communication, politique publique et espace public. Maître Alain Bensoussan, il y a une erreur, je crois, à votre nom là. Maître Alain Bensoussan, avocat spécialiste des NTIC, et Nathalie Métalinos, responsable de l'atelier protection des données personnelles de l'Association pour le développement de l'informatique. Ouvrons le débat. Écoutez, qui est-ce qui commence? Peut-être les auteurs des rapports, pour nous donner les grandes lignes avant de... Ah, il y a un ordre ici, oui. Bah oui, bon, j'étais dans le bon ordre, intuitivement. Madame la Présidente, chère Esther, merci beaucoup. Après tout ce qui a pu vous être dit pendant la journée, je ne sais pas si on va pouvoir ajouter des choses nouvelles. Peut-être simplement donner un éclairage sur ce que peut être la préoccupation du législateur par rapport à ces questions. On n'aime pas trop que le législateur se mêle de ses affaires, puisqu'on est là dans un domaine dans lequel on dit sur Internet, c'est la liberté qui prévaut, et la liberté, pour le coup, elle est sans cesse menacée par la volonté de réglementer. Et outre que le fait que cette volonté de réglementer peut menacer la liberté, elle peut aussi passer à côté d'une évolution technologique, et en voulant fixer une réalité, en réalité créer un bug, créer un blocage, et se rendre finalement inefficace, voire gêner les évolutions auxquelles on pourrait songer. Pour autant, il me semble, mais vous ne serez pas surpris que ce soit la position qui est la mienne, qui est sans doute la nôtre avec François Pillet, il me semble que le législateur a une responsabilité en la matière, puisqu'il est là non pas seulement pour rappeler la norme, mais la norme, elle veut dire, donc rappeler ce que veut dire la norme, c'est-à-dire ce qui paraît acceptable ou pas acceptable, ce qui paraît juste ou non dans la société. C'est bien le rôle du Parlement de fixer ces données, qui ne renvoient pas simplement à des questions de fonctionnement des marchés, de fonctionnement des technologies, de prise en compte d'un certain nombre de préoccupations, mais qui correspond à l'expression de valeurs autour desquelles notre société doit être organisée. Et c'est vrai que le développement d'Internet, de l'ensemble des technologies qui sont liées au numérique, bouscule un petit peu, sinon ces valeurs, en tout cas la définition qu'on a l'habitude d'en donner. On reverra à travers ce que je pourrais dire sur la biométrie, mais de manière plus générale, ça saute évidemment aux yeux quand on pose la question de la vie privée. La vie privée, c'est une notion qui est relativement récente. Elle doit avoir à peu près un peu plus de 2 siècles au fond, et en tout cas elle est protégée depuis cette période, et elle correspond à un certain stade de l'évolution de notre système politique, à un certain stade de l'évolution de notre système économique, où on valorise la maîtrise de soi, le fort intérieur, l'espace qu'on protège par rapport à l'espace public, bref, toute une série de données qui sont construites au cours de 2 siècles précédents et qui sont aujourd'hui profondément bousculées, puisqu'on voit bien que ce qui compte aujourd'hui, c'est moins au fond ce que l'on est que la position que l'on occupe à la confluence d'un certain nombre de réseaux, des informations qu'on peut obtenir qui comptent plus que celles qu'on a acquises. C'est moins ce que l'on a appris et qu'on utilise que ce qu'on est en mesure au fond de récupérer et de faire circuler qui va définir la force ou la position de tel ou tel. Et donc la question qui est posée au législateur, c'est de savoir s'il estime indispensable ou encore possible de réaffirmer ces valeurs qui sont nées dans un temps économique, politique, j'allais presque dire civilisationnel ou culturel différent. La réponse que j'aurais tendance à apporter est une réponse positive, vous n'en serez pas surpris. Mais on peut évidemment le discuter. Et à chaque fois qu'on a été amené à traiter des questions, comme par exemple l'open data, on s'est trouvé confronté à un certain nombre d'interlocuteurs avec des arguments, et notamment liés à l'évolution de la situation économique et des conséquences à en tirer, nous expliquant qu'il fallait redéfinir ces valeurs que nous voulions tenter de protéger, à commencer par la notion de vie privée. Qu'est-ce qu'elle signifie à partir du moment où chacun est prêt à mettre sur le réseau toute une série de données qui relèvent de l'intimité, lorsque la télé-réalité apparaît au fond comme le moyen de mettre en spectacle et de se valoriser à partir simplement de ce qu'étaient les éléments de la vie quotidienne, comment on déteste ou on aime les gens, comment on se comporte avec eux, tout ça qui relevait du domaine privé, on est content de pouvoir l'afficher, d'en faire un spectacle. Évidemment, on pourrait penser que ces notions sont désormais bousculées, en tout cas doivent être redéfinies.
J'ai du mal à arriver à une telle conclusion parce que j'ai le sentiment que la conquête qui a été politique, juridique, culturelle, qui a été celle de la vie privée, est une conquête que nous devons continuer à préserver, sauf à considérer que l'individu va devenir non pas, va devenir un prolongement de la technologie. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va le servir, ce ne sera pas son outil, c'est lui qui va devenir un outil de la technologie. Et si on regarde par exemple le débat sur la biométrie, sur lequel j'ai déposé une proposition de loi, on est tout à fait au cœur de cette problématique. Et on voit bien qu'on a deux points de vue divergents qu'il est difficile de rapprocher. Le premier point de vue, celui qui est aujourd'hui dominant, consiste à dire que, au fond, à travers le développement de la biométrie, on va faciliter la vie quotidienne, voire apporter des réponses qui vont permettre d'améliorer la sécurité, la santé des personnes, la sécurité dans les transactions, la sécurité dans de nombreux domaines, la santé évidemment à travers le développement formidable aujourd'hui de tout ce que sont les outils personnels en la matière pour mesurer son effort, pour pouvoir calculer un certain nombre d'éléments permettant de vérifier comment évolue l'organisme. Bref. On va nous dire que toutes ces évolutions-là sont des évolutions éminemment positives. En même temps, on voit bien, et ça c'est l'autre point de vue, qu'en acceptant ces évolutions, comme celles par exemple qui ont pu conduire, s'agissant des contrôles biométriques, à utiliser pour faciliter la vie des enfants et des familles, autorisées comme l'a fait la CNIL, à mettre en place des contrôles d'accès biométrique dans des cantines scolaires, donc habituer les enfants à utiliser le contour de la main pour pouvoir accéder à des cantines scolaires, mettre en place ce genre de dispositif pour accéder maintenant à des équipements culturels et sportifs. On voit bien qu'on est en train, d'une certaine manière aussi, d'instrumentaliser l'individu, c'est-à-dire qu'au nom d'une facilité de vie quotidienne, on considère qu'un élément du corps ou un prolongement du corps humain, c'est-à-dire un élément qu'on est le seul à posséder, que ce soit directement le corps ou à partir de ce qu'on peut en déduire, les empreintes, le contour de la main, l'iris de l'œil, le son de la voix. À partir de ces éléments, on considère que l'on banalise ces usages et on va pouvoir l'utiliser de manière générale, y compris parce que, et c'est le cas pour notre industrie, notre économie, si elle a réussi un certain nombre de choses dans le domaine du numérique, c'est par exemple sur ces questions où elle a su valoriser un certain nombre des compétences en la matière. Alors, à partir de là, que doit faire le législateur ? Ma première réaction, et c'est le sens de la proposition de loi que j'ai déposée, c'est de dire que si nous voulons rester les défenseurs d'une certaine conception de la personne humaine, alors nous devons limiter l'usage de ces technologies à des situations dans lesquelles elles sont indispensables pour des motifs d'intérêt général, c'est-à-dire assurer la sécurité indispensable de locaux, assurer la sécurité indispensable de certaines situations, face par exemple aux questions d'usurpation d'identité, mais les limiter à ces cas particuliers, à ne pas permettre qu'elles soient généralisées. Ce point de vue, manifestement, n'est plus aujourd'hui une évidence. Ce qui me conforte dans l'idée qu'il faut mener cette bataille de manière forte, non pas pour tenter de défendre un point de vue qui serait considéré comme un point de vue d'hier, mais parce que j'ai le sentiment qu'à partir du moment où on accepte de laisser rentrer le corps humain, tout comme à partir du moment où on accepte de redéfinir la vie privée d'une manière qui s'adapte à l'évolution des technologies, on a inversé l'ordre dans lequel la société doit pouvoir s'organiser et l'individu doit pouvoir considérer sa place dans la société. C'est le sens de la proposition que j'ai déposée, donc qui vise à limiter l'usage de ces technologies biométriques ou des situations dans lesquelles la sécurité est en jeu, la sécurité entendue au sens le plus fort du terme. François Pillet y reviendra sans doute. Mais on a soulevé la question aussi sur les problèmes liés à l'open data. Et pour le coup, ça m'a valu d'ailleurs de me faire sérieusement attaquer sur le net en particulier, voire devoir pirater mon blog. Certains ont une conception du débat qui consiste à empêcher les autres de s'exprimer quand ils ne sont pas d'accord avec eux, mais toujours au nom de la liberté naturellement. L'open data, comme vous le savez, c'est aujourd'hui la volonté de mettre à disposition de tous les données détenues par la collectivité, ce qui peut être un outil à la fois de développement économique et de transparence. Le problème, c'est qu'on évalue mal aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment, les conséquences que cette ouverture peut avoir sur la vie privée, sur la communication de données personnelles. L'argument qu'on utilise généralement, c'est d'expliquer évidemment que l'open data ne concerne pas les données personnelles, puisque la loi, par définition, a interdit qu'on puisse communiquer ce type de données, sauf dans des situations très particulières, et donc on explique qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que par recoupement, il est relativement facile pour un utilisateur d'arriver à reconstituer le profil d'une personne
et qu'il est normal que l'administration en amont s'en préoccupe, et que poser cette question n'est pas s'opposer à l'open data, mais simplement rappeler qu'il y a des intérêts qui sont prioritaires dans une société, et que ces intérêts, j'y reviens, renvoient à des considérations qui peuvent paraître datées, mais qui, de mon point de vue, me paraissent indispensables, qui sont ceux, effectivement, du respect de l'intimité, de la vie privée, du corps, bref, de tous les éléments qui constituent l'autonomie de la personne dans une société qu'on a tendance à vouloir intégrer comme un rouage, simplement, d'un système technologique et économique. Voilà, pour aller très vite, quelles étaient les réflexions qui étaient les miennes sur le sujet. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres questions qui peuvent être soulevées, mais c'est dans le cadre du débat qu'on pourra les aborder. En tout cas, j'ai le sentiment, en essayant de provoquer ces débats, qui vont parfois un peu à contre-courant, qu'on encourage le Parlement à jouer son rôle et à se saisir de questions sur lesquelles il me semble légitime que ce soit lui qui fixe le cadre. Après, évidemment, un débat approfondi, mais qu'on ne puisse pas simplement considérer, comme on pouvait le faire autrefois, avec une forme de confiance aveugle dans le progrès technique, qu'il faut laisser parler la technologie et qu'elle est neutre et que ça n'a pas de conséquences sur le fonctionnement de notre société. Elle a pris des dimensions telles aujourd'hui que, bien évidemment, elle bouleverse la société et ses valeurs. Et il est normal que la société rappelle ses valeurs, les reformule peut-être, mais en tout cas les rappelle et fasse en sorte que ce soit bien l'homme qui dirige la technologie et pas le contraire. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention synthétique, brève et importante et riche. Je donne la parole au co-auteur du rapport, Monsieur Pillet, qui donnera aussi lui-même sa vision des choses. Merci, Madame la Présidente. Pour enrichir ou aider à vos réflexions sur le thème de cette table ronde, je vais me limiter à évoquer deux exemples, tous deux liés à la biométrie. En effet, cet exemple de la biométrie me semble parfaitement illustrer les questions qui se posent aux législateurs. Comment le droit, qui, pour être fort, doit être stable, voire même pour que les citoyens se l'approprient, doit être relativement constant, comment le droit peut-il encadrer des techniques qui courent plus vite que lui, qui vont extrêmement vite? Et alors, quel instrument utiliser? Comme il constate que le droit ne parvient pas à suivre, et encore moins à devancer certains progrès technologiques, certains préconisent tout simplement, ça a été évoqué tout à l'heure, à devancer les progrès en se remettant uniquement à des normes pour encadrer donc les évolutions technologiques. Il préconise alors davantage des processus de labellisation, de certification. S'en remettre uniquement à ceci, ne reviendrait-il pas pour autant, pour le législateur, à abdiquer totalement sa compétence normative au profit de spécialistes de la technologie? Le législateur, dont je vous rappellerai qu'il puise sa légitimité dans des sources relativement fortes par rapport au second. Pour ma part, j'estime que le législateur a un rôle à jouer qui, sans être exclusif de l'aide technique de celui des spécialistes, n'en est pas moins primordial, je dis bien primordial, car le Parlement est garant d'un pacte social que les nouvelles technologies pourraient modifier en profondeur à l'insu même de la société. À travers les deux exemples que je vais évoquer, apparaissent à mon sens clairement les principes qui doivent guider le législateur lorsqu'il se penche sur ces questions. D'une part, ne pas pécher par pusillanimité en refusant de prendre la mesure d'un nouvel enjeu et d'y adapter notre législation dès que possible. En effet, il existe souvent un risque d'irréversibilité dans ces domaines. On peut évoquer les nanotechnologies ou, plus proche du sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'utilisation massive des données personnelles. D'autre part, il ne faut pas verser non plus, pour autant, dans une attitude prohibitionniste qui, outre qu'elle traduirait une certaine forme d'obscurantisme, serait vouée à un échec certain uniquement parce que les nouvelles technologies pourront toujours être développées dans des pays où la législation sera moins rigide que la nôtre, avant d'être rendue totalement accessible à tous sur le web. Le premier exemple est l'élaboration de la loi relative à la protection de l'identité.
L'objectif de la proposition de loi était parfaitement légitime. Il s'agissait de lutter contre les usurpations d'identité qui semblaient en augmentation et dont, en tout cas, les effets dévastateurs sur les victimes méritaient que le législateur s'y intéresse. La sécurisation de l'identité envisagée par la proposition de loi consiste à enregistrer dans un fichier central certaines données biométriques de chaque Français afin de les associer définitivement à son identité et ces données étant ensuite enregistrées dans un titre d'identité sécurisé. Un tel système aurait garanti d'une part, grâce au fichier central des Français, qu'à une personne donnée ne puisse correspondre qu'une seule identité donnée, et d'autre part, que l'on puisse s'assurer que la personne qui présente son titre d'identité est bien le titulaire légitime de celle-ci, par contrôle tout simplement, éventuellement, des empreintes digitales. La création d'un fichier regroupant potentiellement les identités et les traces biométriques de tous les Français, car il s'agissait en fait de mettre en fichier 60 millions de Français, suscitait évidemment une difficulté au regard de la proportionnalité entre son objectif affiché, qui était la lutte contre les usurpations d'identité, et l'atteinte aux libertés publiques qui était constituée par une identification d'une fiabilité quasi parfaite de la plus grande partie de la population française, avec une simple empreinte digitale. Vous étiez tracé partout où vous passiez. Dès lors, j'ai eu l'honneur de rapporter sur ce projet, j'ai souhaité encadrer le système proposé. Il y avait plusieurs solutions. La première aurait été de refuser purement et simplement la biométrie pour la carte d'identité, mais cela, à l'évidence, vous amenait à renoncer à un progrès qui était incontestable en termes de fiabilité des titres d'identité, outre le fait d'ailleurs qu'elle était déjà utilisée en matière de passeport. La seconde aurait été de se contenter d'écrire dans la loi qu'en aucun cas le fichier central ne pouvait être utilisé à une autre fin que la lutte contre les usurpations d'identité, à l'exclusion, par exemple, de toute identification d'une personne à partir de ses traces dans le cadre d'une enquête criminelle. C'est-à-dire que là, le législateur, confiant en sa force,